Merci beaucoup. Donc, comme il a été rappelé, ce que je fais, je ne vais pas insister là-dessus. Je vais juste saisir l'occasion pour remercier une fois de plus Monsieur le gouverneur d'avoir bien accepté de m'accueillir ici à la BCAO en tant que chercheur invité. C'est toujours un plaisir, en effet, de revenir à la source. Enfin, je dis pour moi la source parce que la BCAO a été à mes côtés très tôt, c'est-à-dire durant ma thèse de doctorat. C'est dire que on a cheminé ensemble. Évidemment, je rappelle, c'est une tradition que, bien qu'étant chercheur invité ici à la BCAO, euh, les opinions que je vais exprimer sont de ma responsabilité entière et la BCAO n'est aucunement associée. Très bien. Donc, merci aussi aux participants et aux participantes pour leur présence. Alors, le thème, comme il a été rappelé, c'est les financements nationaux de l'économie verte et durable, enjeux et défis dans une union monétaire. Ça n'a échappé à personne que nous sommes dans une union monétaire et donc les enjeux sont toujours un peu différents. On ne va pas dire qu'ils s'additionnent parce que c'est pas vraiment une addition, mais il y a toujours une recherche de complémentarité entre ce qui se fait dans un pays, dans un autre, et dans l'union monétaire, la problématique est vraisemblablement on va dire, assez différentes. Euh, et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, si vous le voulez bien, le plan, ça va être vraiment un plan très classique, introduction, économie verte et durable, pour savoir de quoi on parle. La politique monétaire, un moyen d'action incontournable. Donc, la politique monétaire est de toute façon incontournable même sans l'enjeu de l'environnement, et elle le devient encore plus. Ensuite, les enjeux et défis dans l'union monétaire, et je vais prendre l'exemple de notre union monétaire, évidemment, avant de conclure. Euh, je vais déjà un peu annoncer un biais parce que je suis davantage dans l'enseignement et de la recherche. Donc, je voudrais mettre l'accent d'abord, passer donc un peu plus de temps, on va dire, sur le deuxième point, économie verte et durable, et je vous explique pourquoi. C'est assez curieux depuis quelques années, enfin ces deux, trois dernières années, j'entends souvent dire, ou on me pose la question, mais pourquoi une banque centrale devrait-elle s'interroger ou se préoccuper de l'environnement? Puisque, a priori, l'environnement, on va dire que c'est tout ce qui est, entre guillemets, la nature verte, la pollution. Donc, cette question revient le plus souvent. Bon, ça n'avait pas été au centre de mes préoccupations jusqu'au moment où ce sont finalement les banquiers, ou des banquiers, je veux dire, qui ont commencé à me poser la question, en me disant, mais pourquoi nous, on doit s'intéresser à la finance verte? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas supposé nous affecter. Et donc, c'est de là que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une niche à explorer en tant que chercheur. Évidemment, ça fait toujours rire, mais le rôle d'un chercheur, c'est de trouver, de réfléchir et de trouver vraisemblablement des solutions à un enjeu de société. Et donc, c'est pour ça que je voudrais passer un peu plus de temps sur l'économie verte pour bien fixer la problématique. Parce qu'une fois que cette problématique est connue, le reste, ça va être quasi mécanique. Donc, pour cela, évidemment, on sait que la transition vers l'économie verte, on dit transition, je rappelle, en économie en général ou dans tout ce qui est phénomènes sociaux, on parle de transition
pour dire qu'il y a tout un processus. Ce n'est pas un saut, genre statique comparative, mais c'est plutôt toute une dynamique qui doit amener à un point particulier qui est donc l'économie verte et durable. Et ce processus-là concerne tout le monde. Il concerne tout le monde et euh, je vais vous passer deux caricatures. Vous allez voir à peu près à quoi ressemble le problème avant de le développer un peu plus en profondeur. Plus en profondeur, excusez-moi. Donc, vous voyez cette caricature tirée d'Internet. Vous savez que dans le cadre de la lutte contre les effets des gaz à effet de serre, on passe de plus en plus à ce qu'on appelle le carburant vert. D'accord. Le carburant qui est fait à partir de certaines plantes, donc notamment le maïs en l'occurrence. Et donc, c'est une personne qui se retourne vers d'autres personnes vraisemblablement pauvres, donc en état de manque, et il leur répond, Désolé, je suis occupé à sauver la planète. Donc, déjà, ça pose une première question. La première question, elle est la suivante. Est-ce que on arrive déjà à produire suffisamment pour l'alimentation avant de penser à l'économie verte? Donc, à penser à un système de production, de consommation basé sur le respect de l'environnement. Cette question n'est pas triviale parce que on a une seule planète et on a tendance à dire, et qu'on le vérifie chaque jour, les ressources sont limitées. Et donc, à quel moment devrait-on faire cet arbitrage-là entre utiliser nos ressources pour l'économie verte ou pour l'alimentation? Donc, premier élément de discussion. Le deuxième, c'est que on sait qu'en économie, de façon générale, toutes les problématiques qui se posent, telles que les ressources limitées et les besoins illimités, posent obligatoirement un problème de coût d'opportunité. Alors, la deuxième caricature pose ce coût d'opportunité en ces termes. Donc, on a un véhicule qui fonctionne au carburant vert et la question est la suivante. Ce véhicule peut parcourir 3000 kilomètres ou nourrir 3000 personnes avec le même biocarburant alimentaire ou rouler 1500 kilomètres pour secourir 1500 affamés. Donc, ce coût d'opportunité, il est inévitable dans le processus de la transition vers une économie verte. Et donc, dans ces conditions, il était raisonnable de se demander, est-ce que c'est vraiment utile ou bien de se dire, quel est le coût d'opportunité qu'on va subir ou qu'on devrait subir pour la transition vers une économie verte? Alors, j'ai choisi particulièrement ces caricatures pour dire que, en réalité, la question ne doit pas se poser en termes de coût d'opportunité. Tout le monde est concerné, que ce soit le biocarburant ou la population, parce que l'économie fonctionnant en circuit, il est évident que tout le monde est concerné par rapport à ça. Donc, ce n'est pas privilégier l'un au détriment de l'autre, mais de trouver les moyens pour que toutes les composantes de la société avancent de la même façon. Et c'est pour cela que, euh, en lisant le plan stratégique de la Banque ouest africaine pour le développement, donc le plan Joliba, il est écrit à partir des simulations que selon les projections à l'horizon 2050, une augmentation de la température, donc la température de l'atmosphère, de 1,5% induirait une baisse du produit intérieur brut par habitant de 15 à 20% dans tous les pays de l'UEMOA, comparé à un scénario où il n'y a pas de changement climatique. C'est énorme.
Ça veut dire que le seul, le seul changement climatique est susceptible d'amputer ou serait susceptible d'amputer la richesse nationale créée dans l'espace UEMOA d'un cinquième. Imaginez un peu l'importance. Et deuxième élément extrêmement important, au même horizon temporel, donc 2050, la baisse du PIB par habitant due à une augmentation de température de 30% serait d'environ de 3%, excusez-moi, serait d'environ 30% dans plusieurs pays de l'UEMOA. Donc, autant dire que c'est à peu près la catastrophe. Donc, euh, imaginez en temps normal qu'un revenu soit amputé d'un tiers. Vous imaginez toutes les conséquences que ça puisse poser, surtout donc lorsqu'il s'agit d'une production nationale. Voilà pourquoi le premier point nous dit que ce n'est pas l'affaire d'un groupe socio-professionnel, ce n'est pas l'affaire d'une classe économique, mais c'est l'affaire de tous. Deuxième élément qui permet d'introduire la problématique les problématiques que nous allons aborder aujourd'hui, c'est, comme Monsieur le DG l'a rappelé, la BCAO a organisé une conférence internationale, le rôle des banques centrales face aux défis du changement climatique, en février 2024. Ouais. Et donc, alors, dans le discours de Monsieur le gouverneur, ça a été clairement noté. Les risques climatiques sont certes des préoccupations environnementales, mais leur effet peut compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble. Et la raison est que la problématique du changement climatique transcende les frontières nationales. Ça dit clairement le problème, parce que, évidemment, le premier responsable de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, en annonçant ça, c'est que ça veut vraiment dire que d'abord, tout le monde est concerné individuellement, les pays sont concernés individuellement, mais même à l'échelle de l'Union, du fait que les changements climatiques transcendent les frontières nationales, ça devient l'affaire de tout le monde. Et les enjeux que je vais développer, donc dans un premier temps, c'est de répondre à la question euh, ou donner les éléments qui indiquent pourquoi le système financier est extrêmement légitime comme partie prenante institutionnelle dans la lutte contre les changements climatiques. Ensuite, on va voir pourquoi il est intéressant ou littéralement indispensable d'inclure la dimension environnementale dans la gestion de la politique monétaire et je présenterai quelques pratiques et je profiterai pour donner un peu mon point de vue par rapport à deux ou trois mesures qui sont ou pourraient être envisagées dans la zone. Alors donc, pour bien poser le problème de l'économie verte et durable, euh, permettez-moi de faire quelques rappels institutionnels euh, pour comprendre la légitimité des parties prenantes, notamment le système financier. En fait, la problématique des changements climatiques a commencé depuis, enfin, euh, le, le texte fondateur qui concerne tout le monde. Donc, quand je dis tout le monde, je parle de l'aspect mondial, la considération de chaque individu sans tenir compte de sa citoyenneté ou de sa nationalité. Donc, il y a eu la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a été élaborée en 92, mais mise en exécution en 94. Puis depuis, il y a eu des cycles de conférences, notamment les conférences des Nations Unies à Rio de Janeiro, le fameux Rio plus 20, qui a clairement posé la question et mis tout le monde devant ces réalités. C'est pour ça que cette conférence avait pour titre «L'avenir que nous voulons». Ensuite, en 2015, ce qui est intéressant,
c'est que dans le nouveau paradigme pour l'atteinte du développement, donc en l'occurrence le développement durable, il y a eu une cible bien spécifique, la cible 13, qui est consacrée à la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Et pour ceux ou celles qui sont intéressés, je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Vous verrez très clairement ce que la communauté internationale a décidé de faire et quel est l'agenda qui a été déterminé. Donc, la cible 13 se formule de façon résumée, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et surtout leurs répercussions. Ensuite, toujours en 2015, il y a eu la fameuse conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris, le fameux COP. Donc COP, C-O-P, la conférence des parties. Je rappelle que la conférence des parties, c'est l'organe décisionnel de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. Et donc, la COP 21 a posé les bases, la COP 21, donc, à Paris, a posé les bases de l'accord qui a fait de la lutte contre le changement climatique l'un des facteurs qui définit l'environnement comme étant un bien public mondial. Donc, je rappelle, ce qu'on appelle un bien public mondial, c'est un bien pour lequel, à l'échelle des populations dans le monde, donc sans distinction, je répète, de nationalité, vous ne devez avoir ni exclusion ni rivalité. En d'autres termes, lutter contre les effets néfastes des changements climatiques au Sénégal doit avoir la même portée que la lutte contre les changements climatiques en Chine, aux Philippines, etc., etc. D'accord? Donc, c'est pour ça que la conférence de Paris a été euh, fondamentale, surtout qu'elle a mis en place un fonds qui est supposé financer le développement, enfin la lutte contre les changements climatiques dans les autres pays. Non. Ensuite, vous avez plusieurs conférences internationales pour le financement développement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la dernière a lieu cette année. En fait, on parle de la quatrième conférence internationale pour le financement développement en Madrid 2025, où il a été réaffirmé l'importance de la lutte contre les changements climatiques et surtout, il a été aussi réaffirmé que les systèmes nationaux constituer ou représenter aussi des parties prenantes à part entière, puisque dans les questions de financement et développement international, le plus souvent, l'accent est mis sur les aides internationales, donc la coopération internationale, et évidemment, même s'il y a un volet sur les financements nationaux, mais donc ça a été précisé à Addis Abeba et renforcé ou réaffirmé à Madrid en 2025. Donc, il y a déjà tout un corpus de conventions. Je rappelle que les conventions, ce sont des règles acceptées par tous, hein. Donc, il y a un ensemble de conventions qui posent déjà les bases ou qui légitimisent déjà les systèmes financiers nationaux comme étant des parties prenantes au financement de développement. Donc, c'est pas juste, on va dire, la pollution que ferait la banque X ou Y, mais c'est la banque en tant qu'institution elle-même. Donc, pour finir avec les définitions, pour être sûr qu'on parle le même langage, donc là, je vais aborder les concepts qui vont nous être utiles jusqu'à la fin de la présentation et qui sont en lien avec le développement, avec l'économie verte. Donc, d'abord, il y a le développement durable. Ce concept a été précisé en 92. Donc, en gros, c'est le développement, donc ce qu'on appelle développement, amélioration du bien-être, qui répond aux besoins des générations précédentes sans compromettre celles des générations futures. Ensuite, vous avez les changements climatiques. Donc, ça veut dire tout changement qui peut être directement ou
indirectement attribué à l'être humain. Donc, changement du climat. Ça veut dire que l'être humain peut poser une action A qui directement, on va dire, n'entraîne pas un changement climatique, mais si cette action A entraîne une action B qui entraîne un changement climatique, c'est considéré comme étant dans la catégorie changement climatique. Donc, même si à la base, elle ne l'est pas. Et l'idée, c'est de s'assurer que tout le monde est d'accord sur ce qu'on entend par changement climatique, puisque, vous l'avez compris, ça devient une affaire de convention où tout le monde doit s'entendre sur ce qui est, pas sur ce que le pays ou la personne pense que ça devrait être. Donc, et dans ce cas-là, après le changement climatique, donc il y a la liste des effets néfastes des changements climatiques. Et là, dans cette définition, la Conférence des Nations Unies pour le changement climatique a défini les effets néfastes comme à peu près tout ce qui va changer un environnement physique, mais aussi les organismes vivants donc, sur la planète qui ont un impact négatif sur l'écosystème en général, que ce soit un écosystème naturel, donc qui n'a pas été affecté, ou qui a été aménagé. C'est dans ce cas-là, d'ailleurs, le fameux et aménagé qui fait que l'agriculture est aussi considérée comme un secteur susceptible de créer des effets néfastes euh, en termes de changement climatique. D'accord? Et à la fin de la journée, évidemment, ce n'est pas l'environnement seulement, mais l'impact de ce changement d'environnement sur l'être humain. Puisque à la fin de la journée, comme on dit, euh, le point central, c'est l'être humain et l'environnement. Pas l'être humain seulement, mais le point de l'être humain et l'environnement. Et donc, ensuite, vous avez la lutte contre les changements climatiques pour éviter que toute action puisse se prévaloir ou vous voudrez se prévaloir du label changement climatique. Là encore, la conférence en 92 a défini très clairement ce qu'on appelle la lutte contre les changements, les effets néfastes des changements climatiques. C'est les actions qui visent à stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on peut toujours avoir des émissions à des gaz à effet de serre, mais ça ne doit pas dépasser une certaine limite ou ce qu'on appelle un seuil de basculement. D'ailleurs, vous avez certainement entendu toute la problématique qu'il y a eu entre la communauté internationale et les scientifiques quant à savoir si on était rentré dans l'ère de l'anthropocène. Ça veut dire l'être humain qui change significativement son environnement. Donc, les scientifiques ont rejeté cette idée en disant que on n'avait pas encore suffisamment d'éléments qui permettent de le dire, mais le fait est là de toutes les façons. Donc, dans la lutte contre le changement climatique, vous avez des éléments qui sont importants à rappeler. Le premier, c'est l'adaptation, c'est-à-dire entreprendre des activités quotidiennes, production, consommation, échange, pour parler économique, qui permettent de répondre de façon positive à une dégradation des changements climatiques. D'accord? Donc, on essaye de s'adapter par nos actions à la dégradation que ça a. Le deuxième, c'est l'atténuation. Donc, on est conscient que puisque je répète, c'est un processus. C'est possible qu'à l'heure actuelle, il y ait des technologies inexistantes ou qui coûtent trop cher, donc la substitution n'est pas évidente, qui fassent que on devrait ou nos activités entraînent toujours une émission de gaz à effet de serre. Évidemment, étant donné que c'est un processus, on se dit, d'accord, si on ne peut pas le faire, si on ne peut pas y arrêter totalement aujourd'hui, on doit atténuer euh, euh,
nos activités qui entraînent une dégradation euh, et un changement climatique. Donc, les deux constituaient dès le début les deux appuis, enfin les bases de la lutte contre les changements climatiques dans les actions à entreprendre. En fait, il y en a une troisième, on en parle très peu, mais qui est vraiment très importante, c'est le découplage. Donc, le découplage, c'est le moment où euh, on arrive à séparer une activité économique d'une dégradation de l'environnement. Donc, en général, les analystes disent, par exemple, qu'on peut atteindre le découplage lorsqu'on atteint la neutralité carbone. Donc, je dis en général, pourquoi? Parce que comme le diable est dans le détail, ce n'est pas à tout moment que le découplage est l'équivalent de la neutralité carbone, mais c'est en gros ce que ça veut dire. C'est que par nos activités, on arrive à détacher l'activité économique de la dégradation de l'environnement. Et évidemment, le terme important, puisqu'on parle de développement durable, c'est l'altruisme intergénérationnel, puisque c'est cet élément qui permet de comprendre la définition de développement durable dans le sens où les individus ou les générations présentes doivent rationaliser leur comportement. Donc, quand on dit rationaliser, ça veut dire vraiment faire un choix optimal sans pour autant affecter les générations futures. Évidemment, ce n'est pas l'élément le plus simple, mais comme je le dis, étant donné que la lutte contre les changements climatiques ou les changements climatiques n'étant pas l'affaire d'un individu ou de groupes et que ça concerne tout le monde, évidemment, la méthode d'analyse donc change. Pour parler purement économique, on va dire que la méthode d'optimisation change dans ces cas-là. Et enfin, le dernier point, évidemment, c'est l'économie verte et durable. C'est la gestion des ressources organisés autour de la production, la consommation et les échanges qui tiennent compte de l'altruisme intergénérationnel. Je rappelle que si vous enlevez altruisme intergénérationnel, la notion même de rationalité change. Et c'est ça qui est le plus important dans l'analyse de la lutte contre les changements climatiques. Et évidemment, l'un des points enfin, en tout cas, qui semble découler de la définition de l'économie verte, c'est que, donc là, je répète, je rapporte ce qu'a dit le, oui, le porte-parole euh, du troisième dialogue ministériel de haut niveau sur le financement climatique actuellement au Brésil, à Belém. Donc, dans son discours introductif du 15 novembre, il a clairement posé le problème qui avait déjà commencé en 2015. Donc, il l'a rappelé maintenant de façon terre à terre, certains diront de façon non diplomatique, c'est que le financement climatique est le moteur de l'action climatique. C'est ce qui transforme les plans en progrès et les ambitions en réalisation. Évidemment, on dit que c'est non diplomatique pour présenter l'urgence de la chose. Mais en fait, au-delà de l'urgence de la chose, lorsqu'on analyse la lutte contre les changements climatiques, on se rend compte vraiment que sans parler de financement, on doit même oublier l'atteinte d'une quelconque cible en termes de lutte contre les changements climatiques. Et pour quelles raisons? Et je vais vous les exposer. Parce que ce sont ces raisons qui nous permettront de comprendre finalement pourquoi les banques sont légitimes, pourquoi la Banque centrale, à travers la politique monétaire, peut agir et surtout comment on traite le problème. Donc, dans le rapport Birtland, on présentait, donc on dit une représentation incomplète de l'ampleur des enjeux et défis de la lutte contre les changements climatiques, parce que quand la notion de développement durable a commencé, vous l'avez sans doute rencontré dans plusieurs documents, la représentation du développement durable semble incomplète aujourd'hui
Pourquoi? Parce que voilà comment est-ce qu'on représentait en gros le développement durable. Le développement durable, c'est la façon de prendre en compte en même temps le volet économique, le volet social et le volet environnemental. D'accord? Donc, en gros, toute la problématique du développement durable se trouvait autour de l'ère jaune. D'ailleurs, vous prenez toutes les institutions internationales, c'est comme ça qu'elles représentaient le développement durable. Sauf que la réalité est que au-delà de cette ère jaune, ben, vous avez plusieurs aspects qui suscitent beaucoup de questions. Si on est d'accord que l'environnement est l'affaire de tous, ça veut dire que on ne peut pas exclure certaines activités au motif qu'elles ne sont pas en même temps sociales ou en même temps économiques. D'accord? Ce sont toutes ces parties qui ont été, enfin, dans lesquelles vous avez des points d'interrogation. Donc, en réalité, pour faire un jeu de mots, en fait, cette représentation du développement durable n'était pas soutenable. Ce jeu de mots passe mieux en anglais parce que sustainable en général et pas soutenable, ça va ensemble. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre la notion de développement durable pour mieux, pour apporter de meilleures solutions? Et c'est là qu'on a une représentation plus complète que je veux vous exposer maintenant assez rapidement. Donc, il faut toujours commencer par la production parce que dans les activités économiques, on parle de production, consommation, échange. Vraisemblablement, on ne peut pas consommer si on n'a pas produit, on ne peut pas échanger si on n'a pas produit, évidemment. Donc, on commence par la production et on tient compte du fait qu'elle est autant l'œuvre du pays ou de l'extérieur. Et évidemment, quand c'est une production intérieure, donc une production nationale, vous avez ce qu'on appelle des effets contingents. Par exemple, ça crée de l'emploi dans le pays, vous avez une intégration sociale, des recettes fiscales, etc. Et ces recettes fiscales peuvent servir à exporter notamment. Par contre, vous l'avez compris, quand il s'agit du commerce international, en gros, la production ne crée pas directement de l'emploi, c'est l'échange qui va créer l'emploi. En tout cas, toujours est-il que ça permet d'avoir des biens et services, mais si on veut analyser l'environnement du point de vue du bien-être, on doit faire la distinction entre la disponibilité des biens et leur accessibilité. La disponibilité, c'est que le bien est produit. L'accessibilité, c'est que le bien est produit et il est moins cher ou facilement accessible par tout le monde. Et c'est ça qui entraîne la consommation. Et ce qui est intéressant, si la consommation est satisfaite, donc il y a une certaine abondance, on va dire qu'il y a une amélioration de bien-être. Par contre, la réalité est que du fait de la disponibilité ou de l'accessibilité, la consommation peut ne pas être au rendez-vous et donc vous avez la pauvreté, donc un état de manque, la vulnérabilité, la possibilité de devenir, d'avoir un état de manque, la polarisation, l'inégalité. C'est ce qu'on appelle la dégradation du bien-être. Et vous voyez déjà qu'à ce niveau, si on devrait se limiter à la dimension économique seulement, on parlerait production, consommation et échange. Déjà, l'aspect bien-être ne rentre pas dans le volet. Alors, si on veut avoir le bien-être, si on veut avoir la dimension sociale, on doit prendre en compte le bien-être. D'ailleurs, on se pose souvent la question en disant les banques centrales assurent la gestion de l'inflation, mais en réalité, l'inflation, ce n'est rien d'autre que l'expression d'un pouvoir d'achat. Ça veut dire que la Banque centrale, déjà dans les périmètres de ses, comment dirais-je, dans les périmètres de ses activités, indirectement, il y a déjà le bien-être. D'accord. Donc, la politique monétaire, ce n'est pas juste économique, c'est déjà une dimension sociale. Et évidemment, si en plus, on tient compte
de l'altruisme intergénérationnel, donc le bien-être fondé sur l'altruisme intergénérationnel, là, on aura une dimension sociale et dans ces conditions, je reviens encore, vous voyez qu'une politique monétaire a forcément une dimension intergénérationnelle. Pourquoi? Parce que la gestion de l'inflation, la gestion de la monnaie renvoie à l'une de ses fonctions qui est la réserve de valeur. On voudrait que la politique monétaire permette d'avoir un revenu, en tout cas exprimé par une monnaie, qui aura la même valeur, y compris pour la génération future. Donc, vous voyez déjà que la Banque centrale, les banques, enfin, de façon générale, les intermédiaires financiers, un point important, surtout que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, dimension économique, dimension sociale, dimension environnementale, en fait, ne peut pas se faire sans financement. D'accord? Que le financement se fasse pour la production ou pour la consommation. D'accord. Et c'est donc tous ces trois aspects qui constituent le développement durable. Vous avez vu déjà qu'à ce niveau, techniquement, il n'y a aucune activité qui permette de dire qu'une partie ne sera pas concernée, soit parce qu'elle est purement économique, purement sociale ou purement environnementale. La version la plus complète, c'est de considérer la dimension développement durable comme étant un tout, évidemment. Et je répète, avec le financement dedans. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand il s'agit d'analyser la lutte contre les changements climatiques en parlant de financement, on fait la distinction très clairement entre le financement axé sur la demande, donc le financement de la consommation, et le financement de la production. Évidemment, hein, certains proposent aussi le financement des échanges, mais pour l'instant, je ne rentre pas dedans puisque la finalité d'une production, d'un échange, c'est de la consommation, évidemment. D'accord? Donc, ça, c'est la représentation la plus complète actuellement et elle permet d'intégrer tous les acteurs qui ont été à un moment sous-estimés, notamment les banques centrales et la politique monétaire. Et si on admet que ça, c'est la représentation la plus complète, donc là, on peut établir le schéma vers la transition, euh, de la transition vers une économie verte et durable. D'accord? Donc, l'atténuation, elle touche autant la production que la consommation. L'adaptation de même. Et évidemment, de l'atténuation à l'adaptation, on peut passer à la neutralité carbone, mais vous l'avez compris, au-delà des concepts, il y a une dimension chronologique qui entre en compte. Donc, vraisemblablement, aujourd'hui, 2025, dire qu'on va basculer en 2026 à la neutralité carbone, c'est très limite, d'accord? Il y a toujours une dimension temps. Mais vous le savez, donc, la particularité des institutions financières, c'est justement de pouvoir jouer sur le temps. D'accord? Je reviendrai là-dessus, en tout cas jouer, intégrer le temps de façon générale. Et l'atténuation, l'adaptation et la neutralité carbone pointent directement dans ces cas-là sur le bien-être fondé sur l'altruisme intergénérationnel. Si on voulait faire un peu de blague, on dira que depuis tout le temps, les banques centrales ont été au cœur même de la transition vers l'économie verte, mais c'était la communauté internationale qui ne se rendait pas compte. Pourquoi? Parce que, je répète, le changement climatique étant considéré, enfin l'environnement étant considéré comme un bien public mondial, où la coopération a toujours été au centre du débat, on en venait à mettre l'accent uniquement sur les aides et la coopération internationale en oubliant les parties prenantes internes comme les banques ou les banques centrales, évidemment. Alors, si vous faites le lien donc, entre les ressources, donc méthode de financement, et la définition du développement durable de façon générale dans les activités économiques,
vous avez la table servie pour les enjeux et défis dans une union monétaire. D'accord. Ce qui nous amène donc au point suivant, la politique monétaire, un moyen d'action incontournable. D'accord? Bon, d'abord, on a parlé des secteurs et financier. Évidemment, je pourrais développer énormément en disant les banques, par exemple, ont la spécificité d'être supérieures au marché boursier lorsqu'il s'agit de gérer les asymétries d'information, etc. Bon, ça c'est déjà connu, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a un point qui est connu mais très peu exploité, c'est qu'en fait, les banques et établissements financiers ont une spécificité dans l'intermédiation financière, c'est qu'ils font ce qu'on appelle la transformation des échéances. Ça veut dire que de par leurs activités, elles sont capables d'utiliser des moyens à court terme et les transformer en moyens à long terme. Quand, utiliser des instruments à court terme et les transformer en instruments en moyen et long terme. Ça, c'est vraiment une spécificité des systèmes financiers, donc intermédiation financière bancaire indirecte, je vais dire de façon générale. Et vous voyez que de par cette fonction ou de par cette qualité, elle devient automatiquement une partie prenante incontournable. Euh, c'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui, mais on aurait pu parler des assurances aussi, qui sont des institutions de mutualisation de risques. La seule chose, c'est que la différence, c'est le temps qui joue différemment. Donc, pour rester avec les systèmes financiers, on sait que la transformation des échéances vient aussi avec une responsabilité sociale. Pourquoi? Parce que, on se rappelle, la monnaie, c'est donc unité de compte, intermédiaire des échanges, mais surtout réserve de valeur. Et donc, les banques ont cette responsabilité d'assurer, du point de vue social, un équilibre. Un équilibre. D'ailleurs, certains disent que la fonction sociale est la quatrième fonction d'une monnaie. Mais de par là encore, le lien que ça tisse, ne serait-ce que pour les échanges, les systèmes financiers sont incontournables. D'accord. Puisque de façon générale, quand il s'agit de produire, imaginez surtout l'agriculture, les banques, on va dire, ou un individu s'endette aujourd'hui dans l'espoir d'une production future et d'un revenu futur. Donc, les banques enfin, sont assez bonnes à réaliser tout ça. Mais évidemment, au-dessus des banques, vous avez la banque centrale. La banque centrale, on dit que c'est le chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que les banques, on sait que quand elles sont libres, sans encadrement, il y a toujours des effets, enfin, on va dire, en tout cas pour certaines banques, des effets non désirés. Et c'est pour ça que la Banque centrale est à la commande. La première, c'est la stabilité financière, puisque elle s'assure elle s'assure que les intermédiaires financiers jouent bien leur rôle sans prise de risque excessif. D'accord. Euh, Ça, c'est le premier point, mais le deuxième point, c'est la stabilité monétaire. Je disais tout à l'heure, on l'oublie, mais la monnaie, c'est pas juste intermédiaire des échanges, réserve des valeurs et unité de compte, c'est aussi l'expression d'un pouvoir d'achat. Lorsque la Banque centrale s'assure qu'il y a une certaine stabilité monétaire, donc en gros, elle s'assure que les pouvoirs d'achat ne, se, ne décrochent pas totalement des fondamentaux d'une économie. Et ça, c'est extrêmement important pour un processus qui prend du temps comme la transition vers l'économie verte. Évidemment, vous avez la contribution à la stabilité économique, parce que quand les prix, quand les risques des intermédiaires financiers débordent, bon, évidemment, le contre-coup sur l'économie est important. Et à ce niveau, je dois rappeler que quand il s'agit d'une union monétaire, vous savez que l'enjeu est encore plus important, surtout dans une union monétaire comme la nôtre, où vous savez,
vous avez une seule politique monétaire et vous avez 8 politiques budgétaires, hein. Même si, il y a un cadre institutionnel mis en place à la commission de l'UEMOA, à la fin de la journée, on a toujours 8 politiques budgétaires. Donc, la politique monétaire doit s'assurer que le maintien ou le non-décrochage du pouvoir d'achat est valable dans 8 pays différents avec 8 politiques budgétaires différentes. Donc, c'est ça, à la fin de la journée, la contribution à la stabilité économique. Et évidemment, en lien avec la stabilité économique, puisqu'on a vu qu'il ne s'agit pas juste de produire, consommer ou échanger, il y a la dimension amélioration du bien-être. Et donc, d'ailleurs, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Euh, on oublie très souvent qu'il y a un lien direct entre, je répète, la politique monétaire et la lutte contre les inégalités. Les gens souvent limitent les luttes contre les inégalités aux politiques budgétaires. Mais en fait, la politique monétaire, les études montrent que c'est extrêmement intéressant, euh, les résultats qu'on trouve. Et donc, ce serait intéressant de voir hein, ce genre d'études-là. Euh, oui, pourquoi pas, à la BCAO pour les auditeurs. Du COFEB ou d'autres chercheurs, parce que c'est un volet quand même important qui viendrait renforcer justement le rôle de chef d'orchestre d'une banque centrale. Alors, dans l'UEMOA, comment ça se passe, puisque le temps passe, et c'est là que je vais discuter euh, des différents éléments, donner mon point de vue et espérer ouvrir la discussion à ce niveau. Donc, alors, comment ça se passe dans une union monétaire comme l'UEMOA? Je disais tout à l'heure que vous avez une politique monétaire unique et puis 8 politiques budgétaires. Mais il y a un autre problème, c'est que dans l'UEMOA, on peut se poser la question qui définit plus spécifiquement, c'est pour ça que je parle d'opérationnalisation, les activités qui seraient susceptibles de causer une dégradation de l'environnement. D'accord? Puisque n'oubliez pas que dans une union monétaire, on ne parle plus en termes de pays, mais en termes de blocs ou de régions. Donc, l'environnement ne peut plus être un bien public national, mais un bien public régional. Et donc, qui va définir les normes? Qui va proposer la liste, donc ce qu'on appelle la taxonomie, donc la liste de ce qui constituera les repères qui feraient que telle activité est supposée contribuer à la lutte contre les changements climatiques et non telle activité. Et surtout, à partir de quel seuil. Juste donner un exemple, euh, celui des États-Unis, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais en Europe, vous savez qu'avant que les banques centrales ne s'engagent dans ces réflexions-là, il y a eu le pacte européen sur l'environnement qui a défini à peu près tous ces enjeux. Pourquoi? Parce que c'était un bien public régional, enfin à l'échelle de l'Europe, qui n'était pas du ressort d'un seul pays. Donc, il y a la première question, c'est qui va définir les normes dans l'UEMOA actuellement? Deuxièmement, comme il s'agit d'un bien public, on sait qu'un bien public, surtout quand c'est fourni par l'État ou euh, une association d'État, il y a tout simplement ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, pour parler en français, ça veut dire que l'imposture de l'économie verte. L'imposture de l'économie verte, c'est de dire qu'il y a des activités, des individus qui se réclament être dans le côté de la lutte contre les changements climatiques, alors que dans le fond, il n'en est rien. Et ensuite, il y a les passagers clandestins qui disent que nous allons entreprendre telle action ou nous n'allons pas entreprendre telle action parce que d'autres l'ont fait ou d'autres vont le faire, hein. Ou qui va payer euh, le, comment dire, le financement de la transition vers l'économie verte.
Donc, ça, ce sont des questions qui sont encore d'actualité dans notre zone monétaire et qu'il faudra, enfin, la BCAO, à travers euh, toutes les activités qui ont été rappelées tout à l'heure par Monsieur le DG, a déjà commencé à réfléchir là-dessus. Évidemment, c'est d'aller peu plus loin ou de développer ça à une échelle inférieure à celle de la Banque centrale, donc la BCAO qui est déjà très avancée là-dessus. Donc, vous avez les incitatifs et les risques financiers. Ça, c'est assez intéressant parce que je rappelle que dans l'UEMOA, la politique monétaire a enfin, on va dire, est à saveur de la libéralisation financière. Ça veut dire que la Banque centrale gère tout simplement l'aspect prudentiel. Les banques sont libres dans la façon dont elles enfin libres mais encadrées dans la façon dont elles mènent leurs activités d'intermédiation. Et donc, la Banque centrale, évidemment, peut s'appuyer sur les banques dans leur spécificité. On sait que normalement, lorsque les banques fonctionnent bien, elles représentent l'un des instruments le meilleur pour l'allocation des ressources parce que les banques savent gérer les asymétries d'information et voir quelles sont les meilleures activités susceptibles, en l'occurrence, si ça devrait être fait, les activités susceptibles de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Elle peut aussi, évidemment, compléter le dispositif prudentiel parce que le plus souvent, évidemment, on a les fameux BAL, donc notamment le BAL 2, BAL 3 maintenant, mais rien n'empêche à une banque centrale de définir ses propres ratios prudentiels qui intégreraient dans ces conditions les activités euh, associables, donc, je ne dis pas associé parce que c'est un peu compliqué maintenant de le déterminer aujourd'hui, mais en tout cas associable à la lutte contre les changements climatiques. D'accord? Il y a un autre élément qui est important que la Banque centrale doit intégrer. La question, c'est très bien comment se préparer à l'intégrer. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la green inflation. C'est juste pour dire que dans le processus de transition vers l'économie verte, du fait de l'atténuation, de l'adaptation, les méthodes de production, de consommation vont changer. Donc, vraisemblablement, ça va entraîner une inflation. Et donc, cette inflation-là, qui est entre guillemets inévitable, comment la prendre en compte? Surtout que vous savez que la question de l'environnement et de ces changements structurels avait déjà attiré l'attention en 1865 par Jevons qui mettait en place, enfin, qui énonçait un paradoxe. En gros, voilà comment il se formule, c'est qu'en Grande-Bretagne, pour éviter déjà la pollution, donc l'utilisation massive du charbon, euh, tout le monde était content quand il y a eu les premières machines, enfin, enfin les premières voitures, les premières machines qui devaient euh, amorcer un meilleur bien-être. Bon, évidemment, je pense à constater que non, rien n'a changé vraiment dans un premier temps. Il y a ce qu'on a eu, il y a ce qu'on a appelé l'effet de rebond, en particulier. Plutôt que d'avoir moins de consommation de charbon, ben, ces machines consommaient encore plus de charbon et donc on est un peu perdu. Donc, c'est des éléments pour lesquels la Banque centrale doit réfléchir parce que l'inflation verte n'est pas quelque chose qu'on puisse éliminer vraisemblablement directement. En tout cas, les études actuelles, c'est ce qu'elles montrent. Et donc, peut-être que dans un premier temps, les banques centrales devraient s'accorder la possibilité de s'écarter des cibles d'inflation. Bon, vous voyez, là, je rêve un peu trop en disant ça parce que ça demande tout un mécanisme. De la même façon dont on calcule les inflations sous-jacentes, euh, enfin, tout type d'inflation, vraisemblablement, les banques centrales devraient penser à calculer un indice d'inflation lié essentiellement aux activités environnementales pour voir comment ça se passe et le lier au premier élément, on a vu la complétude, par exemple, des dispositifs prudentiels. D'accord?
En plus, donc l'effet de rebond, donc euh, peut-être que les banques centrales devraient envisager d'avoir d'autres outils pour la gestion de l'évolution des prix. D'accord. Bon, évidemment, la réflexion continue, mais de plus en plus, dans certaines banques centrales, on pense à euh, inscrire même dans les objectifs de la Banque centrale euh, la gestion de l'inflation environnementale. D'accord. Évidemment, l'un des points, parce que je vais dire c'est ma profession, mais je demeure convaincu que c'est d'abord le premier point, peut-être même avant l'institution des normes, c'est la sensibilisation qu'une banque centrale peut faire du fait de sa réputation. D'accord? Euh, c'est heureux que, par exemple, le COFEB ait une formation sur cet aspect-là parce que on sait qu'aujourd'hui, l'horizon étant éloigné, donc l'horizon pour saisir vraiment ou vivre totalement les impacts négatifs des changements climatiques étant un peu loin, ce n'est que par la sensibilisation qu'on peut arriver à renforcer la position de tout le monde par rapport à la nécessité de changer. Donc, la Banque centrale peut être vraiment, enfin, devrait continuer à faire déjà ce qu'elle fait pour ce qui est de cas de lieu. Bon. Ensuite, bon, l'un des points, et ça, c'est pour moi-même, il est un peu controversé, mais je vous le donne parce que j'imagine que la solution peut venir d'ailleurs, c'est que aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas vraiment faire une simulation pour voir euh, quel va être l'impact d'une green inflation, par exemple. Pour la simple raison que, à ma connaissance, la réflexion est déjà lancée, mais je ne pense pas qu'elle ait abouti sur la définition d'une taxonomie verte, par exemple, dans l'UEMOA. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des travaux de recherche qui fassent des simulations théoriques des comportements bancaires. Par exemple, on peut prendre un portefeuille d'une banque, on peut en déterminer les caractéristiques et faire des simulations pour voir si c'était dans tel secteur, qu'est-ce que ça va se passer, dans telle activité, qu'est-ce que ça va se passer, etc., etc. Évidemment, ça devient maintenant de la recherche théorique et c'est vraisemblablement un point vers lequel les banques centrales devraient se retourner parce que s'il faut attendre qu'il y ait des normes, qu'il y ait des prêts, etc., etc., le plus souvent, on perdrait peut-être, enfin, on va dire juste un peu de, euh, enfin, comment je vais dire le terme, oui, on perdrait un peu de pratique, on va dire, ou d'occasion de pratique pour analyser le problème de la green inflation. D'accord? Donc, en conclusion, que ce soit l'atténuation, l'adaptation ou le découplage, c'est une œuvre de longue haleine, c'est l'affaire de tous. Il ne fait aucun doute que les intermédiaires financiers sont extrêmement légitimes dans la lutte contre les changements climatiques, surtout maintenant, enfin déjà elle l'était, mais surtout maintenant que la communauté internationale se retire, en tout cas, que le financement de la lutte contre, que le financement international de la lutte contre les changements climatiques devient plus controversé et que le financement est au cœur de la lutte contre les changements climatiques. Donc, malgré tout, les banques centrales ont une marge de manœuvre extrêmement importante parce que la banque centrale, c'est le chef d'orchestre pour débuter l'opérationnalisation ou à tout le moins créer les conditions ou se préparer pour une opérationnalisation de l'économie verte. Hein, j'ai mis économique, c'est de l'économie verte et durable.